Vous écoutez France Culture. Histoire du bouddhisme par Olivier Germain-Thomas. Huitième émission, le bouddhisme en Chine, suite et fin. La bouche veut en parler, mais les mots se meurent. Le cœur veut s'y accorder, mais la pensée s'évanouit. Dans un texte concernant la Grèce ancienne, dont il ne montrait que quelques aspects, Jean Cocteau s'amusait à dire qu'il allait la faire visiter en hélicoptère. Y a-t-il une autre façon de considérer le bouddhisme en Chine ? Près de 2 millénaires, d'une histoire mouvementée, au sein d'une des plus singulières civilisations de la Terre, qu'il l'a accepté, rejeté, repris, martyrisé, remis sur un piédestal, oublié, retrouvé, avant d'essayer à nouveau récemment de le détruire et d'y revenir timidement en ce début de XXIe siècle. C'est à y perdre son latin. Nous ne pouvons envisager que les lignes de force et quelques constantes parmi la multitude des écoles qui sans cesse s'interpénètrent avec le taoïsme et parfois même avec le confucianisme. Comme ailleurs, mais d'une manière encore plus affirmée, les péripéties du bouddhisme en Chine suivent les chaos de l'histoire. Quand il pénètre dans l'empire du milieu, 2 religions, là je mets vraiment le mot entre guillemets, 2 religions y sont présentes depuis un demi-millénaire. La religion ou morale officielle, le confucianisme, et un mouvement complexe où s'étagent de la mystique, de la poésie, de la magie, qui fascine des artistes, qu'ils soient peintres ou poètes, mais suscite assez naturellement la méfiance du pouvoir, comme le fera d'ailleurs le bouddhisme. Le message du Bouddha, cet Indien qui a vécu au-delà des portes de l'Empire, ne s'oppose-t-il pas au culte des ancêtres, à la piété filiale et au respect de la hiérarchie qui sont les piliers du confucianisme ? Et ces moines qui vivent en marge de la société, ne sont-ils pas des parasites ? Dans la volonté de siniser le bouddhisme, certaines légendes sont apparues. Le Bouddha serait en fait un disciple de Lao Tse. De plus, évidemment, il s'est rendu en Chine. Il est clair que s'incliner devant un étranger n'est pas une chose naturelle pour un Chinois. Une première persécution a lieu en 445 sous les Wei, puis à nouveau sous l'empereur Wu en 574 et 578. Mais voici que le bouddhisme refleurit sous les Tang au 7e siècle, et connaît alors une période de prospérité qui suscite des rancœurs et parfois une hostilité populaire à cause de la richesse des monastères. L'esprit d'indépendance qui se développe dans ces monastères font qu'ils sont considérés comme un État dans l'État et qu'ils sont vivement critiqués par les confucianistes. En 819, He Yu présente à l'empereur Xianzong le texte suivant. Or, ce Bouddha était un barbare, incapable de se faire comprendre en chinois. En vêtements de coupes différentes, il ne savait articuler les paroles modèles de nos anciens, ni s'habiller selon les règles de nos premiers rois. Il ignorait l'honneur qui lie les sujets au souverain, les sentiments qui attachent le fils au père. S'il vivait encore aujourd'hui, et qu'il eût reçu de son pays l'ordre de venir à la cour en notre capitale, votre majesté aurait accepté de le recevoir en ne lui accordant qu'une audience, un banquet de bienvenue et le don gracieux d'un habit, avant de le faire raccompagner, sous bonne garde, à la frontière, sans lui laisser le loisir d'égarer les multitudes. Où l'on voit l'importance de la langue
et du vêtement quand on est de Chine. En 842, vers la fin des Tang, l'empereur Wuzong proclame la proscription générale du bouddhisme. Pendant 3 ans, 40 000 sanctuaires et 5 000 monastères seront rasés, tandis que la plupart des moines seront obligés de retourner à la vie laïque. Comment le bouddhisme retrouvera-t-il la force de se relever ? Il y arrivera avant de subir de nouvelles persécutions, un siècle plus tard, en 955. Puis la période des Song sera une époque où le bouddhisme fleurira. Les écoles prospéraient, tandis que se développait un art d'une qualité exceptionnelle. À la fin du XIIIe siècle, arrivait d'une nouvelle dynastie, d'origine étrangère cette fois, la dynastie mongole des Yuan. Les Mongols avaient adopté le bouddhisme du véhicule du diamant, le Vajrayana. Les lamas tibétains acquièrent une certaine influence, surtout à la cour, mais la masse des Chinois manifeste une méfiance à l'égard de cette dynastie étrangère et continue de pratiquer leur religion populaire, c'est-à-dire le culte des ancêtres et des esprits, le respect pour les souffles émanant de la nature. Après la parenthèse mongole, voici la dynastie des Ming et une réaction nationaliste en faveur du confucianisme qui reste le meilleur soutien du pouvoir. Mais le bouddhisme continue de marquer certaines élites et des artistes. 1644, chute des Ming, instauration de la dernière dynastie, celle des Qing, d'origine mandchoue, proche des Mongols, et qui, à nouveau, va favoriser un bouddhisme influencé par le Tibet. Notons à cette époque l'existence de 2 peintres géniaux qui furent l'un et l'autre moines bouddhistes et dont les œuvres ont été poétiquement analysées par François Cheng, qui insiste sur l'existence de ce vide médian qui donne toute leur force aux éléments représentés. On sait combien ce vide, qui est une autre sorte de présence, est important dans le bouddhisme. Ces 2 peintres du XVIIe siècle sont Bada Shan-gen ou Chu Ta et Shi Tao. L'influence du bouddhisme sur des peintres et sur des calligraphes est un mouvement qui est tout à fait naturel et d'ailleurs qui a donné de très très bons résultats en Chine. Malgré l'influence du lamaïsme et l'absence de persécution, le bouddhisme perd de sa vitalité jusqu'à l'avènement de la République en 1912. Pendant les périodes troublées, dictature, occupation japonaise, guerre civile, toutes ces périodes qui précèdent l'avènement du communisme, le bouddhisme cherche à s'adapter en se modernisant, avant que ne tombe la chape de plomb du nouveau régime qui a pour dessein d'éradiquer toutes les formes religieuses. Les persécutions culminent pendant la période de la révolution dite culturelle. Voici qu'il renaît en liberté surveillée, parallèlement au retour plus officiel du confucianisme. Quel sera son destin ? N'imaginons pas l'histoire écrite, mais rappelons qu'en Chine, comme ailleurs, le rayonnement du bouddhisme a toujours été lié au rayonnement d'un maître. Sur le plan doctrinal, la question cruciale lors de l'arrivée du bouddhisme en Chine a été celle des traductions. Nous avons vu comment, après une période de confusion avec les termes du taoïsme, elle a été réglée de manière satisfaisante, selon les spécialistes, grâce à des Indiens venus en Chine et à des Chinois qui sont allés recueillir enseignements et textes en Inde,
en accomplissant parfois le trajet à pied à travers l'Asie centrale. Mais de la multiplicité des sources va naître une multiplicité d'écoles au sein du grand véhicule. On peut retenir que le Chan, apporté d'Inde par Bodhidharma, s'est divisé entre l'école subitiste du Sud et celle du Nord, plus gradualiste. Celle du Sud l'emportera en préconisant une méditation sans objet, qui sera à l'origine du zen. Le méditant doit abolir toute forme de volonté, trouver un état de wu wei, pour employer un terme taoïste. Un texte de Chen Huai dit ceci: la méditation consiste à ne pas se livrer à des exercices spirituels, à ne pas regarder son esprit, à ne pas regarder la pureté, à ne pas contempler la vacuité, à ne pas fixer son esprit, à ne pas le purifier, à ne pas regarder au loin, à ne pas regarder au près. Elle consiste, en absence de toute direction et non-humiliation, en absence de peur, en absence de distinction, elle consiste à ne pas se plonger dans la vacuité et à ne pas demeurer dans la quiétude. Deux remarques. Cette façon de raisonner par la négative a été souvent utilisée par les bouddhistes pour faire comprendre que le but à atteindre est en dehors des catégories habituelles. Mais évidemment, faute de l'expérience d'une pratique, cette énumération reste abstraite. Grand maître du Chan, Lin Sim, qui a été traduit et étudié par Paul de Miéville, n'y va pas par quatre chemins dans la radicalité à l'égard de ses disciples qu'il forme à coups de bâton et de paradoxes. Tout ce que vous rencontrez, au dehors et même au-dedans de vous-même, tuez-le. Si vous rencontrez un Bouddha, tuez le Bouddha. Si vous rencontrez un patriarche, tuez le patriarche. Petite explication, elle est nécessaire. Rencontrer un Bouddha est le fruit d'une projection mentale qui emprisonne l'adepte dans la dualité. Il faut n'avoir aucun point d'appui afin d'échapper à la chaîne des causalités. Le dépouillement doit être total. Dans un autre passage significatif, Lin Tzi explique qu'il endosse des vêtements de différentes couleurs, bleu, jaune, rouge ou blanc, pour troubler ses disciples qui ne le voient qu'à travers la forme et à travers ses couleurs. Puis il les enlève pour aborder les domaines purs. Mais voilà que les disciples, prisonniers de l'apparence, aspirent aussitôt à la pureté. Je cite: « Et si j'enlève encore ce vêtement de pureté, les voilà tous perdus et frappés de stupeur. Ils se mettent à courir comme fous, disant que je suis nu. Je leur dis alors: le reconnaissez-vous, enfin, l'homme en moi, au-delà des apparences? Et soudain, ils tournent la tête, et voilà qu'ils me connaissent. » La Société du Lotus Blanc sera à l'origine d'une des plus importantes, et peut-être même d'ailleurs la plus importante école de Chine, l'école de la terre pure, qui vénère le Bouddha le plus populaire après Gautama, dont le nom est Amitabha, qui veut dire lumière infinie. Amitabha qui est Amituo Pho en chinois et Amida au Japon, où il est devenu omniprésent à la suite de son introduction par le moine Honen. Lorsqu'il était encore bodhisattva, c'est-à-dire en voie vers la libération, Amitabha prit l'engagement de sauver tous les êtres qui feraient appel à lui en les faisant renaître une dernière fois dans sa terre pure, c'est-à-dire le paradis de l'Ouest. La pratique est des plus simples. Il suffit de se confier à lui avec ferveur en récitant son nom dans une concentration parfaite. Parmi les autres écoles, citons l'école des terrasses du ciel, Tian Te,
l'école de l'ornementation fleurie ou l'école idéaliste Fa Xiang, dont l'élan a été donné par le pèlerin que nous avons suivi, Yuan Xiang. Après les persécutions de 842, deux écoles principales retrouveront de la vigueur, le Chan, l'école de la méditation, et cette terre pure, qui sont également d'ailleurs les écoles qui renaissent aujourd'hui. En fait, beaucoup plus qu'au Sri Lanka ou dans le sud-est asiatique, où le bouddhisme n'a jamais oublié ses racines indiennes, les Chinois élaborent peu à peu un bouddhisme à leurs mains, qui n'insiste pas sur l'inexistence de la personne humaine et qui introduit un paradis qui est évidemment plus facile à envisager que cet indéfinissable nirvana. Des figures de bodhisattva comme Guanyin ou Manjusri, principe même de la sagesse, ou Maitreya, le Bouddha de l'avenir, sont érigées comme des déités salvatrices. Les montagnes sacrées jouent un grand rôle dans la culture chinoise. Leur ascension représente une progression spirituelle que les empereurs eux-mêmes se sentaient obligés d'accomplir, installés parfois, il est vrai, sur des chaises à porteurs. On signale 5 montagnes principales, honorées d'un même élan par les taoïstes, les confucianistes et les bouddhistes, dont la plus célèbre est Yuanshan. Mais selon la tradition, 4 montagnes étaient particulièrement consacrées au bouddhisme. Elles étaient situées aux 4 extrémités des régions où le bouddhisme s'était implanté. Chacune était liée à un élément. Au nord, Gu Te Shan, lié au vent. À l'ouest, O Mei Shan, lié au feu. Au sud, Kie Wu Hua Shan, lié à la terre. À l'est, Pu Tuo Shan, lié à l'eau. Au large de l'actuel Shanghai, Pu Tuo est une île à 1 heure de navigation. Elle est couverte de monastères et consacrée à la bienveillante Guanyin. En 1854, le père Huc, missionnaire lazariste, publiait l'Empire chinois, qui relatait son voyage effectué en 1846. Il se rend à Pu Tuo Shan et nous donne une description qui confirme que le bouddhisme n'était plus bien brillant sous la dernière dynastie. La plupart des pagodes célébrées de la Chine sont à peu près dans le même état que celles de Putu. La décadence, le manque de foi se font remarquer partout et rien n'annonce que ces édifices bouddhiques soient prêts de recouvrer leur ancien lustre. Le souvenir de leur antique renommée y attire bien encore, à certaines époques, un certain nombre de visiteurs, mais c'est la curiosité et non la religion qui les y conduit. On n'y va plus pour brûler de l'encens au pied des idoles ou demander des prières aux bonzes. Ce sont des parties de plaisir, de petits voyages d'agrément, où la piété n'a plus aucune part. On peut bien encore rencontrer, de temps en temps, quelques promeneurs dans les lieux consacrés au bouddhisme, mais on n'y voit pas de véritables pèlerins. De même que pour se faire bonze, il suffit de se raser la tête et d'endosser une robe à longues et larges manches, pour cesser de l'être, les formalités ne sont pas plus compliquées. Il n'y a qu'à changer d'habit et qu'à laisser croître ses cheveux. En attendant qu'ils soient assez longs, on use seulement d'une queue postiche. Et voilà tout. On n'est plus bonze. On voit que les religieux bouddhistes de la Chine sont loin d'avoir l'importance et l'influence des lamas de la Tartarie ou du Tibet. Père Huc. C'était Histoire du bouddhisme par Olivier Germain-Thomas, une émission en partenariat avec le Monde des religions. Prise de son et mixage, Michel Mestre. Réalisation, Nathalie Trianda-Filides.